Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Et Josiane Desloges qui va terminer cette émission avec le roman Margaret Town. Oui, tout à fait. Alors, Margaret Town, c'est à la fois le nom d'un personnage et le nom d'une ville. Donc, le personnage s'appelle Margaret Town avec un E à la fin et vient d'un endroit qui s'appelle Margaret Town. Donc, c'est un peu étrange. C'est ça un peu l'intérêt de la fiction et de la plume de Gabrielle Zevin, c'est de nous raconter des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des histoires de vie, quand même assez simplement, auxquelles on peut s'accrocher, auxquelles on adhère émotivement assez facilement, mais elle introduit toutes sortes de dimensions un peu étranges. On n'est pas tout à fait dans la science-fiction, mais il y a comme quelque chose qui se passe qui nous place un peu entre le conte de fées et le récit presque fantastique. Donc, on doute un peu de ce vrai et de ce faux. Donc, c'est vraiment ce qui séduit dans son univers puis dans son écriture. J'ai envie de vous décrire la couverture parce qu'on en a quand même parlé en introduction. Donc, en fait, on reprend le personnage de femme qui est dans la toile American Gothic de Grant Wood, une toile de 1930. Si vous googlez ça, la toile va apparaître, tous, oui. Puis vous allez faire « Ah oui ». Donc, c'est les deux fermiers, l'homme, la femme. L'homme tient une fourche, ils sont devant une maison. Donc là, c'est comme si on avait repris la femme qui tient la fourche et qui s'est divisée en trois personnages qui ont tous le même visage. Donc, ça représente quand même assez bien l'idée qu'il y a dans ce livre-là, c'est-à-dire que c'est une idée très poétique, mais que l'autrice va pousser beaucoup plus loin, que chaque femme en contienne plusieurs. Donc, chaque femme contient une petite fille, une adolescente, une jeune femme dans la vingtaine, et que les femmes comme ça, qu'elle contient, se transforment au fil du temps, mais coexistent un peu toutes ensemble, et que des fois, on peut avoir un peu en côtoyant une personne, tout d'un coup, on a l'impression qu'elle change de visage, puis qu'elle change d'énergie, puis que c'est devenu une nouvelle personne, mais que c'est peut-être un aperçu de ce que cette personne-là va être dans 10 ans. Donc, dans intéressant. On n'est pas là dans le trouble de personnalité multiple. Là. Non, mais... Il y a quand même quelque chose d'inquiétant dans cette histoire-là. Dans la Switch. Exactement. Donc, ça part un peu de cette impression-là intangible qu'on peut avoir dans un couple de, justement, côtoyer différentes personnes puis avoir à accueillir d'autres versions de ce que la personne a été. C'est la façon dont c'est raconté qui devient intéressante. Je vous avoue que... moi, quand j'ai abordé ma lecture, je pensais que ça serait quelque chose d'encore plus abouti que le roman formidable que j'avais lu l'an dernier. Donc, j'ai été un peu perplexe par la prose. Je me suis dit, est-ce que c'est la traduction? Mais là, bon, en mettant en contexte que c'est son premier roman écrit en 2005, si on l'aborde plus comme un premier roman, là, on a peut-être moins de déception que... Alors, tu vas retrouver ton enthousiasme parce qu'au contraire, tu viens de te rendre compte que tu es devenue une autrice qui évolue, qui s'améliore. C'est ça. Le prochain, là, tes attentes vont être to the roof! Complètement. Mais bon, si on prend le livre pour ce qu'il est, parce que là, à un moment donné, il y a un contexte de lecture, mais il faut quand même s'attarder à l'objet artistique qu'on a sous les yeux. C'est un livre en 5 parties. C'est quand même assez important, les 5 parties, parce que c'est vraiment comme si, dans chacune d'elles, elle avait pris une approche différente. Le narrateur change, le style change aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut causer une espèce de choc, de renouveau et garder notre attention, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous distraire, parce que là, on était un peu embarqué dans une histoire, puis là, tout d'un coup, on fait comme « wow, on est rendu où? » là? On me parle un peu de la même chose, mais là, je sais plus où on est rendu. Donc, si pour vous raconter le livre, je vais y aller par partie, ça va être peut-être plus clair pour vous. Donc, la première partie s'appelle « Maggie au lit ».
Ça raconte l'histoire de N. N, c'est le narrateur, c'est un narrateur masculin, et sa rencontre avec Maggie, Margaret, dans un dortoir universitaire, alors qu'elle se trouve au sommet d'une pile de matelas et n'arrive pas à dormir. Donc, comme la princesse au petit pois. Comme la princesse au petit ça. pois. Donc, l'objet qui l'empêche de dormir, c'est un stylo qui aura son importance parce qu'elle va écrire des trucs avec ce stylo-là par après. Mais ça montre un peu le type d'univers dans lequel on se trouve. Puis cette espèce de fiction-là universitaire de jeunes adultes qui se rencontrent, c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent dans les romans de Zevin. Donc, ce premier chapitre-là est quand même très engageant parce qu'on assiste à la naissance d'une histoire d'amour un peu, tu sais, les personnages sont très bien campés, on les imagine très bien, le narrateur est bon. Mais à un moment donné, on se rend compte que le narrateur, en fait, est en train d'écrire une histoire. Il est en train de raconter cette histoire-là de rencontre amoureuse à la fille qu'ils auront ensemble plus tard. Et là, nécessairement, quand on a un narrateur qui est en train d'écrire, ben on a des fois des petites dérives de « Ah, ben là, je me suis fait dire que c'était pas bien raconté, puis là, mais peut-être que j'aurais pu raconter ça de même. » Puis là, on se trouve un peu plus dans la tête de l'auteur omniscient. Alors ça, c'est la première partie. La deuxième s'appelle « Il était une fois ». Donc, on comprend qu'on poursuit un peu dans le conte de fées. Et c'est l'histoire de ce narrateur-là qui va se retrouver à visiter la ville de Margaret Town, d'où vient Margaret Town. Et ce qui est très étrange dans cette ville, c'est qu'elle est un peu introuvable. Il faut se perdre pour la retrouver. Elle est quelque part dans le nord de New York sur aucune carte. Donc, c'est Margaret qui prend le volant et qui n'est pas une excellente conductrice et qui est, sans être atteinte du syndrome de la fatigue chronique, c'est quand même, passe beaucoup de temps au lit et là, elle est très fatiguée et elle s'endort au volant alors qu'ils traversent un pont et ils font un accident et ils se fracturent la jambe à plusieurs endroits. Donc, au lieu d'aller passer un week-end dans la ville de sa bien-aimée, ils se retrouvent à passer 4 mois de rémission à ne pas pouvoir s'en aller de là. Et dans la ville, il n'y a qu'une seule maison qui s'appelle Margaround et il n'y a que des femmes qui portent des noms dérivés de Margaret. Et c'est pas trop clair si c'est ses tantes, sa grand-mère, sa nièce. Je comprends pas trop. Donc, là, il évolue avec 5 femmes qui s'appellent toutes Margaret, qui habitent toutes à Margaret Town, puis qui... Oui, OK, on est dans un délire post... On la suit dans tout ça. On la suit dans tout ça. En fait, je vous dirais que c'est la partie la plus intéressante du livre, mais on comprend, je vous donnerai pas le punch, mais disons qu'on comprend quand même assez vite qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire-là. C'est quand je vous dis... Ouais, c'est ça. Je vous en dirai pas plus. C'est quand on tombe dans la troisième partie, en fait, que là, j'ai un peu décroché parce que je m'attendais, en fait, qu'elle pousse cette histoire-là vraiment plus loin. Puis que là, tu sais, on était déjà comme accrochés, là, dans un truc, tu sais. Puis là, on se retrouve là, c'est Margaret qui devient la narratrice et qui raconte, en fait, sa vie de couple qui s'enlise et qui devient plate. Et le fait qu'elle regarde un autre homme qui est même pas plus beau que son mari, mais qui est comme amoureuse de lui, là. Fait que c'est ça qui va se passer. Et puis là, son mari croit pas en elle. Fait que ça devient un peu plus, tu sais, banal, si on veut, là. Ouais, là, c'est là que... on dirait que c'est dommage d'avoir un personnage comme ça... qui avait une dimension un peu fantastique, tu sais, oui. Elle annonce à son nouvel amoureux qu'elle est maudite, tu sais, donc c'est intriguant, tu sais. Et là, quand c'est elle qui prend le lead de la narration, ben c'est le bout de plate, tu sais. Fait que c'est un peu décevant. Il n'y a plus d'émerveillement, il n'y a plus de... On s'ennuie du gars ordinaire, finalement, parce que lui, au moins, il nous racontait les choses avec plus de couleurs, tu sais. On a quand même envie de lire le livre jusqu'au bout, là. Surtout là, à un moment donné, à la dernière portion, c'est plus consacré à leur fille. Donc, il y a ce désir-là un peu de passer à la génération suivante. Mais je me suis dit qu'on nous expliquait peut-être un peu trop les choses. C'est-à-dire qu'il y a tellement un beau mystère qui est installé, qui est poétique aussi, qu'on peut voir de plusieurs façons. Puis là, on nous explique vraiment comment les choses se sont passées. Puis ça,
c'est peut-être une faiblesse de premier roman, justement, dont on n'aurait pas eu besoin. Il y a de l'imaginaire mystérieux qui est mal bien exploité. Est-ce que c'était ça dans Tomorrow, qui pas fait que tu avais... Non, pas en du fait, tout. Tomorrow, ce qui est fantastique avec ce livre-là, c'est qu'on est un peu dans la même dynamique de deux amis qui s'aiment, ou en tout cas qui se côtoient pendant toute leur vie, puis qui ont une relation très, très complexe. Mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'ils se partent une compagnie de jeux vidéo. Et là, à chaque fois qu'ils créent un jeu, c'est pas juste on va créer un jeu, c'est on va créer un univers. Ça a rapport avec notre conception du monde. Il y a un jeu qui est dans l'univers du théâtre élisabétain. Il y a un autre jeu qui crée où est-ce que c'est un personnage japonais seul en mer. Il y a une dimension très poétique aux jeux vidéo qu'il crée. Puis il y a un thrill aussi d'une espèce de compagnie qui part d'une start-up puis qui devient une espèce de multinationale. Puis là, le pouvoir les fait déroger un peu de leurs ambitions artistiques parce qu'il y a une notion d'argent et de, tu sais, donc c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus ample, puis c'était beaucoup plus un page-turner, pour reprendre une expression populaire. Tomorrow, je le conseillerais sans hésiter à tout le monde, là. Ça, c'est intéressant pour voir un peu d'où elle vient comme autrice, mais c'est ça, j'attends le prochain. D'accord. Et comme disait Brian, c'est la joie d'avoir découvert ce premier roman, sachant donc qu'elle s'améliore, ou en tout cas, visiblement, tu as préféré ce qu'elle a fait par la suite. Donc, Gabrielle Zevin. Oui, puis c'est vraiment quelqu'un qui score là, dans les palmarès du New York Times. Très Tomorrow, c'est élu 76e sur 100 romans du 21e siècle selon le New York Times. Là, donc, c'est vraiment une autrice vedette. Ben, merci beaucoup. Merci à Brian Saint-Louis à la co-animation.